Voilà. Donc, on enregistre. Bienvenue de nouveau et je vais lancer la présentation. Donc, normalement, il y a à peu près une vingtaine de personnes inscrites. Donc, il y a peut-être encore des retardataires qui vont arriver. Voilà. Et on se lance. Peut-être tu peux faire un C'est où? diaporama. Oui, c'est que je cherche où c'est. C'est où? Non, je ne vois pas non plus. Dans les Est-ce slides. que c'est là, je crois? Un slideshow, oui, exactement. Donc, il y a pour ce webinaire plusieurs intervenantes. Donc, il y a moi-même, Maïke Fink, je suis chargée de mission mobilité à l'association Dromolib qu'on va rapidement présenter après. Et à côté de moi, il y a ma collègue. Marilyn, moi je suis Marilyn Schall, je suis chargée de mission sur des projets autopartage chez Dromolib. Et ensuite, il y a Sonia Deveau, Bonjour. donc qui est responsable de projet mobilité durable et inclusive pour le programme Teams et Claire Solutions. Mais tu diras aussi quelques Tout mots, à fait. c'est Je t'en ça. dirai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Et donc, on est ensemble pour 1 heure et demie. Par contre, on n'a pas prévu de faire 1 heure et demie, voilà, de présentation. Il y a quelques présentations et on a prévu, grosso modo, une demi-heure pour des questions-réponses. Donc, ça dépend aussi de vous, en fait, voilà, jusqu'où on va dans cet échange et combien de temps ça prend. Et je pense que je peux déjà dire, voilà, si vous avez encore des questions après, etc., n'hésitez pas aussi de contacter nos structures individuellement si vous avez besoin encore d'échanger, etc., et poser des questions. Donc aujourd'hui, on est ensemble voilà, pour une première partie qui inclut la présentation d'une proposition que Dromolid souhaite faire autour des municipales. Voilà, je vais le détailler tout à l'heure, mais l'idée c'est en effet qu'on a du temps pour accompagner des équipes et aussi des candidats, des personnes intéressées autour de municipales sur les enjeux de mobilité. Et ensuite, on va rentrer un peu dans trois sujets pour détailler un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce qui peuvent être les propositions, qu'est-ce qui est déjà en place sur le territoire de la Drôme, parce que je ne l'ai pas précisé. On est une association donc qui travaille à l'échelle du département de la Drôme. Donc notre proposition concerne aussi ce territoire-là. Et donc les trois sujets sont la mobilité solidaire. euh, donc transport d'utilité sociale, l'autopartage entre particuliers et le covoiturage. Et cible donc ces trois enjeux avec ce qu'on veut présenter. On cible vraiment l'échelon de la commune. Donc, qu'est-ce qui peut être fait en complément aux autres acteurs de la mobilité à l'échelle communale? Voilà. Bienvenue. Je vois, il y a encore une personne qui est arrivée. Donc, quelques mots sur Dromolib. Donc, on a en gros trois métiers. Donc, c'est l'information. Donc, on a notre local à créer. On peut être appelé par téléphone. Il y a les bus de la mobilité. On se déplace aussi lors des permanences maintenant sur le territoire pour donner des informations à tout type d'acteurs, les particuliers, les entreprises, les collectivités, voilà, tout le monde sur les enjeux de mobilité dans la Drôme, à la fois les aspects mobilité durable et des solutions et voilà aussi de plus en plus sur des enjeux plus autour de la solidarité et l'accès à la mobilité. Ensuite, le deuxième axe de travail qu'on a, qui est du coup plus voilà sur l'accompagnement et outiller des acteurs, on organise voilà des animations qui peuvent être différentes formes, des ateliers, des accompagnements, des formations. On organise des ateliers mécaniques aussi, vélo. On a pas mal d'activités autour du vélo. On organise des séances de vélo-école. On fait la mise à disposition des vélos électriques et musculaires aussi, et on peut accompagner sur la mise en place des plans de mobilité par exemple. Et le troisième axe, c'est quelque chose qu'on souhaite encore développer davantage. Donc, c'est un peu le début, c'est voilà, tester notamment des solutions autour du vélo et surtout aussi sur des véhicules intermédiaires. Là, on voit quelques photos. On a notamment essayé de faire tester ces véhicules par certaines communes. Voilà. Et donc, on est une association
qui existe depuis 10 ans, mais on est sur un réseau de 200 acteurs dans la Drôme, donc des collectivités, des entreprises, des associations, des acteurs plus côté environnement et plus côté solidarité, mais fédérés sur les enjeux de la mobilité. Et donc, je commence tout de suite avec un peu décrire qu'est-ce qu'on a prévu autour de municipal. Donc, notre démarche agir dans une commune. Donc, déjà, on a trois principes. Donc, c'est une activité qui est non partisane. Donc, tout ce qu'on propose doit être utilisable par toutes les listes. Donc, quelle que soit leur sensibilité. Donc, on est ouvert pour être contacté, voilà, voilà, par tout type d'équipe ou de candidats qui s'intéressent à ces sujets-là. On est donc ouvert, donc on est ouvert aussi sur des questionnements des habitants, des associations, des commerçants, techniciens, etc., qui sont associés à toutes les étapes et on peut se déplacer donc aussi pour intervenir, mais aussi avec cette idée que ça peut bénéficier à un maximum d'acteurs sur le territoire concerné, donc notamment lors des réunions publiques. Et on essaie de travailler de plus en plus sur des outils clés en main, donc des fiches d'action, et aussi avec un aspect des actions qui sont faciles à lancer à l'échelle d'une commune, qui sont peu ou pas coûteux et qui sont réalisables à court ou moyen terme sur les territoires ruraux. Donc c'est ça un peu notre focus à l'intérieur de la Drôme. Donc il y a notamment trois propositions d'action. On a travaillé, on a publié sur notre site internet un petit livret sur les sujets sur lesquels dont on va parler aujourd'hui aussi, donc mobilité solidaire, l'autopartage entre particuliers et le covoiturage, et avec donc vraiment une description assez terre à terre. Qu'est-ce qu'une commune rurale, une mairie peut faire, une équipe peut proposer autour de ce sujet en complément à tous les acteurs qui existent. Donc, comme on sait tous ici autour de cette table virtuelle, les compétences sont pas forcément dans les mains des communes sur ces enjeux-là, mais il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place pour renforcer les actions qui sont mises en place par les autorités qui ont la compétence sur les mobilités, donc la région, certaines communautés de communes, donc dans la Drôme, c'est notamment la CCVD, et aussi certaines communautés de communes qui ont des délégations sur certaines parties du champ de compétences, donc sur les mobilités actives, etc. Donc là, c'est un livret qui peut être téléchargé, qui est gratuit et qu'on peut aussi être amené voilà, à compléter, voilà, tout au long en fait du temps qu'on a ici aussi pour échanger, etc. On propose donc des accompagnements qui peuvent prendre plusieurs formes. Donc on peut se déplacer, on peut avoir des échanges par téléphone, on peut intervenir lors de réunions publiques ou stratégiques sur des questions de mobilité. Donc quand même, cet axe reste là. Et on peut aussi être contacté pour donner notre avis sur des documents de campagne, et des programmations, etc. Donc il y a plusieurs types d'accompagnement qui peuvent être mis en place autour des municipales. Et donc, on va proposer aussi d'autres webinaires. Donc, le prochain est prévu le 10 octobre à 10 heures sur la mobilité solidaire en milieu rural. Donc, avec plusieurs intervenants, avec chaque fois un focus Drôme. Donc là, on va un peu explorer les différentes propositions de solutions de mobilité qui existent dans la Drôme et aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les succès, etc. Et ça avance pas. Voilà, donc juste un petit diapo pour c'est que j'ai déjà commencé à expliquer pourquoi on considère à Dromolib que c'est malgré la répartition des compétences, ça reste important d'agir à l'échelon communal sur ces enjeux-là. C'est donc cette complémentarité de voir aussi voilà, de quelle manière la mairie peut mettre en place concrètement ou renforcer des actions qui sont pensées à l'échelle des communautés de communes, parce qu'il y a notamment cette proximité avec les acteurs, avec les habitants, avec une situation qui peut être particulière à une commune, et donc aussi la mairie peut être vue et agir comme un catalyseur de certains projets en se mettant en connexion avec des structures associatives ou voilà
même un groupe d'habitants, un collectif qui souhaite mettre en place des choses. Donc, il peut y avoir une connaissance très fine des besoins qui peut être particulier à l'échelle d'une commune. Et aussi, voilà, cette idée, comme c'est un cadre qui est, voilà, peut-être un peu moins formaté, il y a de la possibilité de souplesse et d'expérimentation. Et ensuite, on a constaté, euh, mais on serait intéressant d'échanger aussi avec vous là-dessus. On sent que il y a des émergences de certaines solutions de mobilité. Donc là, on peut notamment aussi parler des groupes d'autopartage entre particuliers. On sent où il y a déjà un lieu qui favorise les liens sociaux, donc notamment les cafés associatifs, etc. Donc on voit un lien assez fort aussi entre l'engagement citoyen et voilà, l'émergence de solutions. Et ça peut être aussi intéressant pour la mairie de voir en fait comment renforcer ces potentiels qui sont peut-être déjà présents sur certains territoires. Et j'ai oublié de le dire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, poser des questions par le chat et on va aussi ouvrir, donc comme je disais, régulièrement des moments pour vos questions, pour des échanges. Donc, je m'arrête avec une dernière slide là-dessus. Donc, on avait demandé au moment de l'inscription quels étaient les sujets qui vous intéressaient en particulier. Et pour voilà pour cet échange aujourd'hui et pour une action de Dromolib. Et donc ça nous a interpellés. On veut quand même en dire trois mots parce que on voit qu'il y a un intérêt particulier sur le partage de l'espace public, donc la cohabitation de différents usagers, donc voiture, vélo, marche notamment, et la sécurité routière. Ce sont, voilà, pour le dire de manière très transparente, des sujets qu'on ne va pas explorer en priorité, parce qu'on considère pour ça, pour être pertinent sur ces points-là, il faut avoir une connaissance très fine de la situation dans les différentes communes. Et souvent, notamment dans les communes peut-être un peu plus grandes, donc après, par exemple, il y a Vélo dans la ville, il y a déjà des structures associatives aussi et qui travaillent sur des propositions, qui travaillent avec les mairies, qui ont aussi voilà la compétence très claire sur ces aspects-là. Et donc, il y a déjà tout un écosystème autour de ces enjeux-là qui est assez bien identifié. Et Dromolib, comme on travaille à l'échelle de la Drôme, on se sent beaucoup moins pertinent sur ces enjeux-là, voilà, intervenir là-dessus. Après, on a un stock de documentation et on peut aussi, voilà, fournir des adresses et mettre en lien des personnes ou des structures ou des communes, voilà, qui aimeraient en avoir plus d'informations, plus de propositions. Voilà. C'est ça que je voulais dire sur ce point-là. Donc nous, pour le moment, on travaille davantage sur le sujet mobilité solidaire, partage des voitures, donc autopartage entre particuliers, et les aspects de covoiturage. On va revenir là-dessus, voilà, un peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? On va y venir lors des travaux de la commission mobilité de notre liste sur Nyons. Oui, on pourrait intervenir tout à fait. Après, ce qui est important pour nous, c'est aussi chaque fois en amont avoir un échange pour voir quels sont les autres acteurs. Donc, on ne veut pas faire un doublon ou voilà, on reste dans une posture assez humble en complémentarité aussi nous. Ça veut dire voilà, on est vraiment là et là où il y a besoin, on intervient un peu accompagné, mais aussi en lien avec des structures qui sont déjà sur place et qui interviennent déjà sur ces sujets-là. Voilà, est-ce qu'il y a des mains levées? Sinon, je passe la parole à Sonia. Merci. Alors, moi, je suis Sonia Deveau, je suis responsable de projet chez Claire Solutions, qui est une filiale du réseau Claire. Et le Claire Solutions porte le programme Teams en partenariat avec trois autres acteurs, qui sont le réseau mobile Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement. Et je vais vous en dire un peu plus sur la slide suivante sur le programme Teams avant qu'on passe à des éléments plus précis sur la mobilité rurale. Mais juste pour le contextualiser, donc le programme Teams, c'est un programme
qui représente 70 projets locaux dans toute la France et 9 territoires à mobilité durable et inclusive, donc des territoires qui se sont engagés sur une planification systémique sur le sujet de la mobilité durable et inclusive. Sachant que nous, cette question, enfin, on définit la mobilité durable et inclusive sur le fait de réaliser des économies d'énergie en encourageant des modes de mobilité plus sobres, sur l'aspect de transition juste, de permettre à toutes et à tous d'accéder aux services essentiels et d'exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Donc tout ce qui tourne autour en fait des questions de précarité mobilité. Et aussi un aspect essentiel de ce qu'on entend par mobilité durable et inclusive, c'est de proposer des solutions qui sont adaptées à la diversité des territoires par un ancrage local et régional fort. Et du coup, Dromolib fait partie de nos porteurs de projets sur ce programme. Pour en revenir sur le sujet principal du webinaire, je vous ai mis quelques chiffres de la mobilité en milieu rural au niveau national. Aujourd'hui, on sait que 78% des habitants des communes rurales ne disposent que de leur voiture individuelle pour se déplacer. En 2019, chaque habitant des territoires ruraux a parcouru au quotidien 33% de distance de plus que la moyenne des Français. 21%, c'est la part que représente le transport dans le budget des ménages ruraux en 2017. C'est leur premier poste de dépense. On a aussi un chiffre assez parlant sur le fait que 21 000 communes ne disposent plus d'aucun commerce en 2021, soit 62% d'entre elles contre 25% en 1980. Ce qui contraint évidemment les populations à se déplacer plus loin pour faire leurs courses et pour voilà, leurs dépenses du quotidien. Et en 2019, les déplacements des habitants des zones rurales représentaient 48% des émissions de gaz à effet de serre pour les déplacements du quotidien. Ce qui est très significatif, sachant que les habitants des zones rurales, c'est environ un tiers de la population française. Pour mettre en lumière des constats sur les réalités de la mobilité en milieu rural, je vais vous parler d'un rapport que j'ai rédigé dans mon précédent poste au Secours catholique, qui s'appelle Territoires ruraux en panne de mobilité. Vous avez peut-être vu passer l'année dernière. Ce rapport qui avait été fait en collaboration avec un ensemble assez large d'acteurs sociaux et environnementaux mettait en avant alors, différents constats et puis ensuite des recommandations. Je vais me limiter aux constats aujourd'hui. On a d'abord observé que, et ce qui est évident dans les chiffres que j'ai présentés plus tôt, il y a des distances de plus en plus longues pour accéder aux besoins essentiels dans les territoires ruraux, que cette nécessité de se déplacer, elle est d'abord liée à la distance qui sépare le domicile des lieux de travail, d'études, de sociabilité et des différents services essentiels, notamment l'alimentation et la santé. Et donc, il y a vraiment cette question des motifs contraints, où ces distances pour ces motifs contraints, elles ne cessent de s'allonger. Ensuite, on a l'aspect que les transports deviennent donc source de précarité, et notamment parce que pour les dépendants à la voiture, dans des situations où il y a très peu de transports en commun ou des transports en commun qui répondent pas aux besoins des habitants, les personnes sont donc dépendantes à une voiture. Parfois, elles n'ont pas les moyens d'avoir une voiture pour les plus précaires, et quand elles en ont une, on sait que les budgets carburants deviennent de plus en plus difficiles à tenir. On a aussi des questions en fait d'appauvrissement global des territoires ruraux les plus enclavés, parce que quand la population décline et que les services se raréfient, c'est le territoire entier qui s'appauvrit. On a des questions importantes d'aménagement du territoire qui vont favoriser l'hégémonie de la voiture, et ça c'est un... Alors il y a plein d'études qui retracent historiquement le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un investissement massif dans les infrastructures de transport routier et un désinvestissement dans les transports en commun et dans le vélo, notamment des cartes assez parlantes. Je vous invite à aller voir justement dans ce rapport sur en fait le réseau ferroviaire il y a 80 ans par rapport au réseau ferroviaire aujourd'hui. Et puis, c'est un modèle d'aménagement qui a mené à la concentration des emplois, des activités, des services dans les grandes agglos et au développement plutôt de zones commerciales périphériques et donc au détriment des services publics et des commerces de proximité, d'où le chiffre des 21 000 communes sans petits commerces. On a aussi des constats assez parlants sur le fait qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont insuffisamment coordonnés avec des compétences parfois floues sur les questions de mobilité. Je pense que ça, je vais rien vous apprendre sur ce sujet. Donc on sait qu'à l'issue de la LOM, 53% des communautés de communes ont fait le choix de devenir autorité organisatrice de la mobilité.
Mais on sait aussi que en fait, chaque niveau de collectivité a une ou plusieurs compétences qui affectent l'organisation des mobilités et l'aménagement du territoire, et qu'en fait, cette prise de compétence, enfin, ça engage pas complètement, et ça veut dire que c'est pris par certaines collectivités beaucoup plus que d'autres. Et il y a des impacts énormes quand il y a effectivement enfin, des liens assez forts entre la région et les Comcom ou pas. Donc voilà, il y a vraiment une diversité de situations en fonction de l'engagement politique. Il y a aussi une culture de la voiture qui s'est faite au détriment de l'expertise et de l'ingénierie territoriale, parce qu'on sait que l'imaginaire de la voiture, il est assez fort encore dans beaucoup de territoires, parce que pendant longtemps, ça a été aussi enfin, un synonyme de désenclavement, de modernisation. Aujourd'hui, on a besoin de changer cette culture, mais il y a encore un manque d'expertise, en fait, un manque d'accompagnement des élus et des techniciens des AOM locales, et qui ont parfois en plus pas les moyens forcément d'avoir des chargés de mission mobilité. On a aussi une absence de ressources pérennes pour la mobilité durable et inclusive en milieu rural. On sait aujourd'hui les difficultés de financement à la fois des collectivités, mais aussi des assos locales qui travaillent sur ces sujets de mobilité. Et puis, on a des solutions de mobilité qui sont connues, mais assez sous-développées. En fait, on ne réinvente pas la roue quand on parle de covoiturage, d'autopartage, de mobilité solidaire, au contraire. Mais c'est justement cette importance de dire il y a beaucoup de projets qui émergent et parfois qui, en fait, vont durer que quelques années parce que manque de planification sur le long terme, parce que manque de financement. Voilà sur les constats. Euh, Nous, au niveau du programme Teams, on a un peu des principes d'action qui répondent aussi d'une certaine façon à ces constats. Ces principes d'action, il y en a 5. D'abord, le fait de coopérer à toutes les échelles. Donc, euh, on insiste beaucoup sur la question de la gouvernance partagée, de la nécessité de mobiliser un écosystème local avec l'ensemble des parties prenantes sur la mobilité, donc à la fois des acteurs de la durabilité, du social, des acteurs publics, des acteurs privés, les entreprises, les associations. Euh, on, on insiste aussi en tant que principe d'action sur le fait de structurer des réponses plurielles. Donc sur ce point-là, nous, on parle souvent de bouquet de solutions, donc de pas offrir une solution, mais de vraiment penser multimodal et intermodal. Donc sur le fait qu'en fait, on peut pas, il y aura pas une solution miracle qui va réussir dans tous les territoires, même d'ailleurs pas une solution miracle pour tous les territoires ruraux, parce qu'il y a énormément de diversité dans les territoires ruraux. Donc vraiment des solutions adaptées aux besoins à la fois des publics cibles sur vos territoires, mais aussi des spécificités territoriales. Il y a des besoins d'accompagnement, donc un principe d'action fort pour nous, c'est de placer l'accompagnement au cœur des projets. En fait, des solutions sans accompagnement vont pas fonctionner, c'est une réalité qu'on retrouve partout. Et cet accompagnement, on le perçoit comme à la fois individuel et collectif, et ça peut prendre alors plein de formes différentes, que ce soit des ateliers, des stands d'information, des séances de sensibilisation, des rendez-vous personnalisés avec des conseillers mobilité. Et puis, ça s'applique aussi au territoire, donc comment on accompagne les territoires, les élus, les techniciens à repenser la manière dont on envisage la mobilité pour qu'elle soit plus durable et plus inclusive, dans une dimension vraiment systémique. Donc, ça demande des questions aussi de formation. Euh, Notre quatrième principe d'action, c'est sur le fait d'évaluer et de mesurer chacune de nos actions. Nous, on a mis en place un dispositif de suivi et évaluation pour tout le programme. Et ce dispositif, il est essentiel parce que c'est vraiment penser comment on met pas seulement en place des projets sur, alors nous, c'est sur un timing de 3 ans, mais comment en fait on peut capitaliser sur ce qui a été appris sur ces 3 ans pour ensuite que ces projets puissent perdurer, puissent s'améliorer, mais aussi pour que d'autres projets puissent s'en inspirer et en fait pouvoir ensuite essaimer des projets de mobilité durable et inclusive le plus largement possible. Donc cette question de partage d'expérience de capitalisation, elle passe forcément par du suivi-évaluation un peu solide. Et ensuite, le principe d'action final, c'est vraiment le côté professionnaliser les pratiques. Au sein du programme Teams, on a notre partenaire Mobine qui offre des formations sur 2 nouveaux métiers, celui de conseiller et conseillère en mobilité durable et inclusive et celui de chargé de développement territorial de la mobilité durable et inclusive. Et en fait, on voit à quel point c'est essentiel aussi cette professionnalisation du secteur, justement pour qu'on puisse avoir les expertises, les compétences qui vont s'essaimer sur tous les territoires et que ça devienne, enfin, quand on parlera de mobilité, on parlera forcément de mobilité de façon durable et inclusive. Slide suivante, s'il te plaît. Et ça m'en vient à mener à parler un peu plus du rôle de la commune. On m'a demandé de réfléchir justement pour ce webinaire à comment la commune peut être intégrée dans tout ce que je viens d'évoquer.
Et je vais commencer par une citation que je trouve assez parlante de Fanny Lacroix, qui est vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, qui dit Nous sommes convaincus que l'approche des communes rurales, par la petite taille de leur organisation, leur pragmatisme et leur capacité à produire un récit global, remettant le citoyen au cœur de l'action publique, porte en germe un changement de paradigme dans la construction des politiques publiques. Et je trouve que c'est très parlant et très fort parce qu'il y a vraiment cette question justement de la commune au plus proche des habitants, la question de la proximité, qui est essentielle pour les questions de mobilité. Parce qu'en fait, on n'aura pas un système de mobilité solide tant qu'on n'aura pas un système de mobilité qui répond vraiment aux besoins des habitants. Et en fait, voilà, les communes, les maires ont cette possibilité, cette proximité qui leur permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus nette des besoins de ses habitants que n'importe quel niveau de collectivité. Donc au-delà, et Michael l'évoquait plus tôt, au-delà des questions de compétences mobilité, d'être AOM ou pas, la prise en charge de ces enjeux en milieu rural, elle dépend en grande partie de volonté politique sur l'ensemble des collectivités publiques, de la commune à la région, avec une vraie importance de mutualiser en fait les compétences et de coopérer à tout niveau de collectivité et avec les acteurs privés. Sachant que avec cette question justement d'être d'échelle de collectivité plus proche des habitants, il y a des compétences propres aussi, vous le savez, aux communes, donc des compétences notamment en matière de voirie locale, de stationnement, qui pèsent également en fait sur ces questions de mobilité et de planification, mais aussi une capacité en fait à apporter un soutien inestimable, et c'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui, aux initiatives associatives et citoyennes de mobilité. Parce que, en fait, par l'implication des maires, on assure le succès de ces initiatives. Les communes, elles peuvent soutenir l'accompagnement des habitants, déjà, vers des solutions de mobilité plus durables et plus inclusives. Elles peuvent soutenir leur ancrage sur le long terme dans la vie de la commune, de plein de façons différentes, que ce soit sur des questions de communication, de financement, en fait, de sensibilisation, le fait de... Enfin, il y a plein d'exemples de maires qui vont prendre le transport solidaire pour en fait témoigner de l'impact que ça a. Ouais, il y a vraiment le fait de montrer par la pratique aussi, de donner l'exemple. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ces questions-là. Et je vais m'arrêter ici, puisqu'on parlera de ça plus tard, il me semble. On laisse un temps de questions-réponses, c'est ça? Avant la mobilité solidaire. Oui. Merci beaucoup, Sonia. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on plonge un peu plus dans les sujets de fond. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, Oui, Ouais, Daniel Boutet, je suis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, là je suis dans une équipe qui prépare les prochaines municipales et je fais partie d'un petit GT sur les mobilités, donc je suis très intéressé par ce que vous racontez. Tout à l'heure, vous avez mentionné une question qui me semble absolument fondamentale, c'est l'aménagement du territoire, mais au niveau national. Euh, j'ai un peu de mal à voir comment on peut vraiment, de façon globale et très forte, faire des aménagements locaux sans que l'aménagement national du territoire s'y mette. En d'autres termes, si les magasins sont à 20 km, on ne peut pas y aller en vélo, quoi. Voilà. Euh, alors, ma question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, c'est que au niveau national, est-ce que pour que tout ça s'interface, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui réfléchissent sérieusement à ça? Et je renvoie notamment à une interview de Jean Co que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, de Jean Co ici, qui disait par exemple que le Grand Paris dans lequel on met un bras, deux bras même, est une aberration écologique pour l'avenir. Donc voilà, vis-à-vis des camions, enfin, il faisait des tas de calculs sur le coin d'une enveloppe en disant que c'était complètement fou, et pourtant c'est quelque chose qu'on fait dans lequel on balance des milliards. Donc on a toujours un peu l'impression de remplir un tonneau percé avec cette affaire-là, c'est-à-dire de faire des actions locales qui sont très bien, qui sont, voilà, moi je roule à vélo aussi, c'est très bien d'encourager ça, mais à terme, pour le climat lui-même, on a l'impression qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure et qu'au niveau national, ça ne se fait pas vraiment. Voilà, je sais pas si c'est vraiment une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Voilà, je voudrais votre avis là-dessus, si vous avez 2 minutes. Merci. Maggie, tu veux commencer? vas-y, je te laisse. Ah, ok. Alors, est-ce qu'on peut y répondre? Pas vraiment. On est d'accord en tout cas, et je comprends les frustrations. Euh, je pense qu'en tout cas, nous, on peut dire qu'au niveau national, il y a des acteurs associatifs qui travaillent sur ces sujets-là.
et des organisations non gouvernementales. Enfin, moi, je pense notamment au réseau Action Climat qui va publier une étude, il me semble, avant l'été, si je suis bien dans les timings, qui justement regroupe beaucoup d'acteurs de la mobilité au niveau national, mais qui ont des réseaux locaux, avec ce désir en fait de regrouper tout ce qui a été fait en recherche sur la mobilité durable et inclusive ces dernières années, et avec en vue en fait enfin, en vrai plaidoyer national sur ces questions, autant en pensant au municipal, mais au-delà de ça, en pensant en fait au présidentiel. Donc il y a vraiment des gens qui font ça. Il y a une étude qui vient de sortir du Forum Vie Mobile aussi sur un système alternatif de mobilité qui met en avant exactement ces mêmes choses, enfin, qui parle du réseau ferroviaire, qui parle des investissements, enfin de comment on pourrait investir mieux et en fait et du coup avoir moins de dépenses en mobilité dans un système qui serait plus sobre et plus inclusif. Donc il y a vraiment plein d'acteurs au niveau national qui amène ces sujets dans le secteur associatif. Après, la question de comment c'est pris voilà, au niveau de l'État, c'est un autre sujet. On parlait du réseau ferroviaire, par exemple. On sait depuis des Oui, années que l'avion est beaucoup moins cher que le train pour plein de destinations. Tout le monde a ouais, l'information. Elle est ostensiblement aberrante et rien ne se tout à fait, fait. quoi. Ouais, mais ça, c'est un gros plaidoyer qui est porté par le réseau Action Climat, notamment. Comment il faudrait faire pour mettre en œuvre ça, quoi? Enfin, voilà, c'est peut-être pas la réponse, hein. Je voulais juste poser le sujet parce Mm. qu'il me semble Ouais, clair. Sinon, on continuera à faire des petites actions qui sont très bien par ailleurs localement, mais qui n'auront pas l'impact de changement de paradigme qu'il faudra pour résoudre cette. mais ça, c'est une question très globale, hein, sur Ah le oui, changement démocratique, ça dépasse aussi les enjeux de mobilité. Mais je bien pense à d'accord. notre échelle, D'accord. à l'échelle du département, à l'échelle d'une commune, il y a déjà beaucoup de choses à faire et en effet, on peut regarder avec frustration les besoins de financement, d'investissement dans les infrastructures qui persistent, les financements qui sont contradictoires à tout ce qu'on demande sur la mobilité solidaire et voilà, l'écologie dans l'absolu. Ça, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut quand même dire à notre échelle aussi en complément aux actions qu'on porte. Donc c'est voilà, c'est pas peut-être pas le changement de paradigme tout de suite, mais voilà, on contribue à tout ça. Donc Merci. désolé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on rentre un peu dans le. Ok, donc je te repasse la parole, Sonia, pour... Ah, il y a peut-être une question. Donc, il y a une question d'Arnaud Dufour. Vous avez parlé du principe d'accompagnement, notamment pour décortiquer la meilleure solution dans le bouquet de solutions. À Optimes Association, nous sommes convaincus, mais nous réfléchissons aussi à qui paie ce temps d'accompagnement. Avez-vous des pistes? Ce n'est peut-être pas le moment de rentrer dans des questions aussi terre à terre, dites-moi. Euh, oui, c'est peut-être pas. Alors, c'est peut-être pas. Je ne saurais pas comment aborder le sujet là tout de suite sur des pistes. Pour payer l'accompagnement, enfin, pour vous resituer dans le programme Teams, en fait, du coup, nous, on finance des projets locaux et aussi, enfin, mais je vais rester sur les projets locaux. Et donc, en fait, dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait rédigé, euh, pour avoir accès à ces financements, on avait vraiment précisé que on voulait des projets qui soient à la fois dans une démarche donc de mise en œuvre de solutions, mais aussi dans une démarche d'accompagnement. Parce qu'en fait, on était vraiment dans cette question on définit la mobilité durable et inclusive comme un bouquet de solutions plus de l'accompagnement. Donc, ça fait partie, voilà, nous, notre financement, en fait, il dépend aussi de cette question de l'accompagnement, mais c'est un financement, dans notre cas, C2E, donc c'est un financement par les certificats d'économie d'énergie sur un timing de 3 ans. Donc, c'est un programme de 3 ans financé par les C2E. Mais c'est une piste parmi d'autres de financement possibles. Je sais pas trop s'il y a des financements enfin, s'il y a des financeurs qui financent que l'aspect accompagnement sur des projets qui, à côté, font de la mise en œuvre de solutions. Ça, c'est à creuser. Donc peut-être on pourra ouvrir un espace, voilà, après on peut s'appeler pour parler plus en détail. N'hésitez pas à signaler dans le chat s'il y a d'autres structures intéressées par ce sujet-là, mais voilà, comme tu l'as déjà dit dans la présentation, c'est clairement l'accompagnement aussi.
et est un sujet parce que les communes ou les équipes, ils n'ont pas forcément voilà, l'argent pour payer cet accompagnant qui est pourtant nécessaire. Donc, à un moment donné, il y a voilà, une difficulté à ce moment-là. Et voilà, avec plaisir pour en parler à un autre moment. Donc, je te repasse la parole sur la partie mobilité solidaire, transport d'utilité sociale, et je compléterai juste à la fin avec voilà un peu plus des exemples drômoises. Ok, excellent. Bon, je vais être assez bref sur ce sujet parce que, comme l'a dit Michael, vous aurez un webinaire spécifique sur le sujet de la mobilité solidaire. Et donc, sur cette thématique, alors je vais parler spécifiquement de transport d'utilité sociale parce qu'en fait, le terme mobilité solidaire, il est assez large. Et dans le mobilité solidaire, on peut à la fois avoir du transport d'utilité sociale, du covoiturage solidaire, de l'autopartage solidaire, des prêts de vélo, des vélos écoles. Enfin, c'est quand même assez large. Donc là, je vais me limiter au transport d'utilité sociale. Donc surtout, enfin, des actions en gros de chauffeurs bénévoles qui vont amener des personnes en les accompagnant vers des services, des rendez-vous médicaux pour faire leurs courses, etc. Donc ça, la plupart de ces éléments, vous pouvez les retrouver dans le document justement qui a été élaboré par Dromolib. Donc, s'il y a déjà une offre locale de transport d'utilité sociale, la mairie, elle peut soutenir notamment la structure porteuse avec des financements, avec des actions de communication. On sait que sur ce type d'action, en fait, la communication est vraiment très importante parce que souvent le gros du travail est dans le recrutement des bénévoles. Et donc, la communication par tous les moyens possibles en fait de la mairie, que ce soit les panneaux municipaux, que ce soit la gazette de la mairie, que ce soit les comptes réseaux sociaux quand ils existent, etc. En fait, c'est super important. Quand il peut y avoir des réunions publiques aussi, on en parle. Voilà, ça a un vrai impact parce que ce recrutement, il n'est pas toujours simple. S'il n'y a pas encore de solution locale, en fait, il est essentiel d'abord de faire un diagnostic pour évaluer les besoins des habitants, ce qui requiert en fait d'identifier et de contacter toutes les structures en lien avec les publics en précarité mobilité. Donc ça va des centres de santé, des CCAS, des associations, des missions locales. C'est assez large et puis ça dépend vraiment de votre tissu territorial, local, associatif et plus large. Et ce diagnostic, enfin, j'insiste vraiment sur cette question-là parce que ce diagnostic, il fait vraiment la différence sur le fait d'avoir des solutions qui vont être efficaces. Parce que parfois, il y a des choses qui sont mises en place et qui ne marchent pas. On se pose des questions sur pourquoi. Et parfois, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu un diagnostic qui a été suffisamment bien mené et avec suffisamment d'acteurs pertinents. Donc, c'est vraiment important. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'il est bien évident que la question de la réponse, enfin, la solution du transport d'utilité sociale pourrait répondre aux besoins. Souvent, on va être honnête, le transport d'utilité sociale, ça répond beaucoup en milieu rural à des besoins de personnes âgées. Enfin, c'est vraiment souvent en fait le besoin principal, pas que, mais c'est quand même enfin, la grande majorité des cas. Et donc voilà, c'est souvent le public cible. Une fois qu'on a ce diagnostic et qu'on s'est décidé sur cette solution, il y a donc cette question du recrutement des chauffeurs bénévoles. Et comme j'en parlais déjà, grâce à des actions de communication et des partenariats avec des structures relais, avec cette vraie question de justement aller taper aux portes en fait de toutes les structures qui pourraient relayer, qui pourraient avoir un nid de chauffeurs bénévoles. Souvent, quand les chauffeurs bénévoles sur ce type d'action, c'est aussi souvent en fait des personnes retraitées, mais début de retraite, quoi. Voilà, la plupart du temps, moi, quand je travaillais au Secours catholique, et c'est une des actions phares sur la mobilité qui sont faites là-bas, et il y en a dans toute la France. En fait, vraiment, c'est souvent des personnes début de retraite parce qu'elles ont le temps de le faire, parce que c'est des ou des personnes qui sont au chômage d'ailleurs. Parfois, c'est aussi des personnes qui sont bénévoles sur des périodes de chômage. En tout cas, plutôt des personnes qui sont pas en activité sur ce moment-là parce que c'est plus compliqué de donner son temps, en tout cas en semaine. Après, pour les week-ends, c'est un peu différent. Et donc voilà, les partenariats avec les structures relais et la communication, c'est essentiel. Il faut bien penser pour le transport d'utilité sociale aux questions d'assurance. Donc il y a des différences entre est-ce que les bénévoles utilisent leur propre voiture ou est-ce qu'il y a une mise à disposition par la mairie ou une autre structure. Faut penser à la couverture des frais des chauffeurs bénévoles, donc souvent c'est enfin, les frais kilométriques.
La question aussi du dispositif de mise en lien entre bénévoles et chauffeurs, ça peut être un peu lourd en fait. Souvent, c'est un standard téléphonique et en tout cas, c'est le plus inclusif quand ça passe par un standard téléphonique parce que justement, pour des publics seniors, c'est beaucoup plus facile d'accès que si ça passe par une application ou un site internet, etc. Mais ça demande soit un poste en fait d'une personne qui va donc un mi-temps ou d'une personne qui va être sur ce poste de standard téléphonique, soit des bénévoles, ce qui peut être fait dans certaines structures, mais qui demande en fait une implication bénévole très forte. Donc du coup, plus possible pour des personnes retraitées. Et puis, il y a la question de proposer des véhicules adaptés au déplacement des personnes à mobilité réduite, auxquelles on ne pense pas assez souvent, parce que c'est des questions là enfin, qui peuvent être importantes autant pour des publics âgés que pour des publics en situation de handicap. Donc vraiment important à penser quand c'est possible et qui en plus sont liés à cette question de diagnostic parce que justement si vous voyez que c'est enfin, dans vos publics cibles sur vos territoires un enjeu important, c'est vraiment quelque chose auquel il faudra réfléchir. Euh, voilà, sur cette question-là, je suis allée assez vite, sachant que effectivement il y aura un autre webinaire proposé par Dromolib et moi, enfin, je sais pas exactement sur votre territoire justement, et Michael va nous présenter un petit peu, mais je vous encourage, si des questions qui vous parlent, d'aller vraiment parler en fait à ces associations qui font déjà de la mobilité solidaire et du transport d'utilité sociale, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup en fait, notamment des bénévoles. Enfin, moi, je trouvé que c'était extrêmement enrichissant le travail que j'ai pu faire avec les bénévoles du Secours catholique, parce qu'ils ont des réalités de terrain qu'en fait on peut pas apprendre autrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Je vais pas ajouter grand-chose parce que je suis très d'accord avec ce que tu as dit. En fait, on apprend beaucoup de choses quand on parle des structures qui mettent en place ça, sur les difficultés rencontrées, sur voilà le territoire concerné parce que c'est pas pareil partout non plus, les structures qui sont investies, les formes que ça peut prendre. Il y a des fois une certaine régularité, des fois voilà, c'est vraiment c'est très divers. Et donc, juste pour vous dire, donc, il y a le webinaire du 10 octobre où il y a un certain nombre de structures qui proposent des solutions de mobilité solidaire qui seront présents. Et peut-être juste pour faire le petit tour, donc il y a le Carrefour des habitants à Nyons, qui a un système qui fonctionne très bien depuis un certain temps déjà. Donc je pense si j'ai les chiffres en tête, parce que j'y étais ce matin. Donc en fait, ils ont dit 300 personnes, ou 300 trajets en tout cas. Coordonner avec les bénévoles. Voilà, voilà ensuite il y a des plus petites activités comme Copsol à Saint-Rambert où c'est un groupe de retraités qui s'organisent pour voilà organiser des transports solidaires sur des événements prévus pour ce type de public. Donc voilà, ils s'organisent avec les voitures, avec les chauffeurs bénévoles qu'ils ont dans une liste. Il y a l'espace social et culturel du Diwa où c'est une histoire un peu plus triste parce qu'ils avaient un système qui fonctionnait très bien. Et là, on revient sur le sujet de la mise en lien des personnes qui cherchent une solution de mobilité et les chauffeurs qui peut être un peu lourd. Et là où c'était pris en charge par une salariée et son poste n'a pas été renouvelé. Et donc, en fait, le système fonctionne aujourd'hui plus faute voilà, de financement pour avoir voilà, du temps de travail très concrètement au sein de l'espace social pour faire fonctionner ce système. Atchoum, je l'ai mis en haut, donc c'est une structure qui travaille à l'échelle de la France. C'est un peu particulier parce que eux, ils agissent vraiment sur cet espace-là, sur la mise en lien des chauffeurs et des personnes qui ont besoin de mobilité. Par contre, c'est intéressant. C'est eux, ils ont lancé une activité avec une communauté de communes voisine à la Drôme, donc voisins Ventoux, donc dans le sud où ils étaient actifs dans la création du groupe des bénévoles. Donc ils sont venus sur place, ils ont voilà essayé de créer un groupe en fait en contactant les structures sur place, en rencontrant des personnes pour créer ce groupe de bénévoles. Et maintenant ça a démarré, donc on saura en octobre. J'ai pas encore de premiers retours comment ce démarrage fonctionne. Et voilà donc
Il y a également dans le Royaume Vercors, donc Bouge Tranquille. C'est aussi, il y a plusieurs propositions qu'il y a. Il y a notamment des navettes qui ont plusieurs boucles et aussi des transports à la demande. Donc, ils seront également présents lors du webinaire en octobre. Voilà. Et s'il n'y a pas des questions sur le sujet mobilité solidaire, transport d'utilité sociale, c'est pareil, il faut regarder à l'échelle de chaque projet parce que souvent, c'est pas payant. C'est juste, il faut défrayer les bénévoles. Donc, et ça, après, ça dépend aussi de la manière comment c'est construit le dispositif. C'est souvent des frais globaux. La moyenne qui est prise, donc je vois par exemple à Nyon, c'est les 32 centimes par kilomètre. Mais ça peut être une autre organisation et même il peut y avoir une prise en charge complète pour certaines personnes, etc. Donc, faut voir, voilà, à Moi, si je l'échelle. peux ajouter Ouais. 2 mots. En fait, donc, dans beaucoup d'actions de transport d'utilité sociale, il y a un prix, mais très faible. Enfin, pour un trajet, ça peut être 1 ou 2 euros. Et en fait, les bénévoles peuvent avoir droit à une réduction d'impôt. Mais du coup, parfois, ça pose des questions sur... Il y a certains bénévoles qui, en fait, sont pas imposables. Donc, ça pose des questions sur... Enfin, voilà, c'est pas toujours évident sur ces questions-là. Et après, il y a certains bénévoles qui, en fait, abandonnent... enfin, qui le font vraiment bénévolement, même sur cette question, n'utilisent pas forcément ce droit à la réduction d'impôt, mais ça peut être une façon aussi enfin, de les mobiliser en leur disant que c'est quelque chose auquel ils peuvent avoir accès. Mais compliqué quand c'est des bénévoles qui effectivement ont pas, enfin, qui sont pas imposables. Voilà. Bah, merci. Et donc, je passe la parole à ma collègue qui est à côté de moi. Voilà, du coup, je me mets en face de la caméra. Moi, je vais vous parler en 2 slides de l'action de l'autopartage entre particuliers. Alors, l'autopartage entre particuliers, c'est vraiment des initiatives d'habitants. On distingue plusieurs formes d'autopartage qui existent, alors majoritairement dans les milieux urbains, voilà, avec des opérateurs qui proposent des voitures dans l'espace public qui sont accessibles en libre service, souvent par la réservation sur Internet ou sur une application. Mais il y a aussi ces formes d'autopartage entre particuliers où ce sont des habitants qui s'organisent pour partager des voitures, c'est-à-dire à l'inverse du covoiturage où on partage un trajet, l'autopartage permet de partager une voiture entre différentes personnes pour des trajets différents. Donc prendre le volant de quelqu'un d'autre. Et donc, dans les finalités et les intentions de ça, on le disait tout à l'heure, en milieu rural, on est très dépendant de la voiture, on est aussi très équipé en voiture, enfin, en tout cas, plutôt de manière plus importante en milieu rural, où les foyers, en tout cas en Drôme par exemple, il y a 41% des foyers qui ont 2 véhicules ou plus, la moyenne nationale c'est 34%. Donc on voit bien qu'en effet, la caractéristique du territoire rural aussi génère un besoin de véhicules, comme on le disait, pour faire des déplacements, voilà, qu'on ferait peut-être différemment si on avait des offres de transport en commun ou quoi. Et donc l'intention de mettre en place des systèmes d'autopartage, ça va permettre de mieux utiliser les voitures qui existent, mais aussi de pouvoir peut-être pour un foyer qui a 2 voitures ou plus, de se séparer à terme d'une voiture parce qu'on sait qu'il y a une possibilité d'avoir accès à un autre véhicule pour des déplacements plus ponctuels ou d'éviter l'achat d'une deuxième voiture. Donc nous, on accompagne déjà en effet via le programme Teams des collectifs d'habitants sur toute la Drôme pour les aider à mettre en place leur groupe d'autopartage. Donc on répond à leurs questions, on apporte des éléments de réponse, on partage aussi des retours d'expérience de groupes qui existent déjà et on va les aider à se structurer, donc à se questionner sur comment ils ont envie de partager les véhicules, combien coûtent les voitures et comment ils vont défrayer le fait d'emprunter la voiture d'un propriétaire voisin. Souvent, en effet, là, il n'y a pas de recherche non plus de rentabilité. On est bien sur du partage de frais, mais le constat, c'est d'accepter que la voiture, elle coûte et elle coûte cher. Donc, on partage les frais de l'utilisation de la voiture.
Voilà, on répond aux questions d'assurance et puis au fonctionnement pratique. Et on peut fournir aussi un outil en ligne pour permettre de gérer sous la forme d'un agenda l'utilisation des voitures, la disponibilité des voitures et calculer justement qui doit combien à qui. Et juste revenir peut-être à la slide d'avant pour dire qu'en Drôme, il y a déjà une douzaine au moins de groupes qui existent et qui sont organisés, dont la plus ancienne, en tout cas à notre connaissance, c'est Créautopartage, qui a déjà plus de 10 ans, c'est une association qui s'est créée en 2014 vraiment pour organiser ce partage de véhicules. Aujourd'hui, l'association, elle regroupe une quarantaine de membres et il y a 7 propriétaires et 7 voitures qui peuvent être partagées à un tarif unique qui est de 34 centimes du kilomètre. Voilà, donc là aussi, toujours pour couvrir uniquement les frais. Voilà, j'en profite pour vous dire que dans le Nouvel Obs de lundi dernier, il y avait justement un article qui parlait de ce groupe de Créautopartage, mais aussi d'un autre groupe à Pont-de-Barret en Drôme, et qui montrait en tout cas tout ce côté en effet joyeux de faire du lien social aussi et d'échanger et de partager une voiture au sein d'un village. Et donc sur l'autopartage entre particuliers, comment la mairie elle peut intervenir et elle peut venir soutenir ces initiatives de citoyens, bah, elle peut déjà pour faire connaître que ça existe et que c'est une solution de mobilité parmi les autres, hein, et complémentaire aux autres, elle peut proposer voilà une réunion publique pour permettre aux gens de se rencontrer. À la fois des personnes qui sont propriétaires de voitures, qui font le constat qu'ils l'utilisent peu, soit parce qu'ils font du télétravail, soit parce que bah, ils sont jeunes retraités, voilà, où ils ont pas de besoin au quotidien, et à côté de ça, les mettre en relation avec d'autres personnes qui ont, elles, des besoins ponctuels et qui n'ont pas de véhicule ou ont besoin d'un second véhicule. Donc ça permet aux gens de s'identifier. Et elle peut aussi proposer d'accompagner ce groupe en facilitant les réunions, en apportant de l'expertise. Alors c'est ce que nous on fait en effet chez Dromolib. En tout cas, de mettre en lien aussi avec des acteurs de la mobilité du territoire ou d'autres groupes d'autopartage. À noter aussi que sur cet aspect de l'autopartage entre particuliers, il y a un collectif national et une dynamique nationale qui existe là depuis 1 an et demi dans le cadre d'un commun voilà, soutenu par l'ADEME, et vraiment qui est un centre de ressources sur l'autopartage entre particuliers, où on peut trouver énormément de retours d'expérience et de documentation sur ce sujet, et qui a aussi vocation à fédérer tous les acteurs qui font et qui pratiquent ou qui accompagnent l'autopartage entre particuliers. La mairie, elle peut aussi apporter des soutiens financiers, logistiques, hein. Le sujet de l'assurance, c'est un sujet prégnant. Je ne vais pas le développer ici, mais si vous avez des questions, pour en parler. Et donc, il y a toujours en fait dans le partage de voitures entre particuliers l'enjeu de la franchise en cas d'accident responsable de l'emprunteur et l'enjeu du malus qui sera toujours reporté sur le propriétaire du véhicule. Et donc, il existe, en tout cas depuis 1 ou 2 ans, une offre de surassurance pour venir couvrir justement en cas d'accident la franchise et le malus, donc qui va venir se rajouter au contrat d'assurance du véhicule, et ça pour 5 euros par jour en tout cas. Et voilà, là, ce qui est en train, il y a des pratiques qui se développent où les communes, elles prennent 3 ou 4 euros par jour et elles achètent un ensemble d'une centaine de journées d'assurance pour couvrir des personnes qui auraient envie, des emprunteurs qui auraient envie de mieux se couvrir. Et l'emprunteur, lui, il paye 1 ou 2 euros seulement en plus pour bénéficier de cette surassurance. Et ça permet en tout cas d'initier et d'amorcer la pratique et de créer les premiers échanges avec plus de sécurité aussi souvent. En tout cas, quand les gens ne se connaissent pas encore trop, il y a besoin d'accompagner aussi cet élan. En tout cas, pour à la fois donc bien couvrir si jamais il y a un accident et puis pour encourager les gens à aller vers cette pratique. La commune, elle peut aussi communiquer et relayer cette initiative citoyenne sur son site, en parler aux nouveaux arrivants et éventuellement réserver des places de parking pour les voitures qui sont en autopartage. Voilà, proposer d'autres systèmes de boîtes à clés, par exemple, pour faciliter le partage s'il y a des voitures qui sont stationnées dans l'espace public. Et puis, elle peut aussi faire exister le sujet, hein, c'est sensibiliser sur le sujet, bah voilà, dire que cette possibilité, c'est une modalité de mobilité, c'est une modalité de transport
comme les autres et qui souvent aussi favorisent l'intermodalité. Les gens qui pratiquent l'autopartage vont plus utiliser les transports en commun, vont plus utiliser le vélo, plus utiliser la marche à pied. Les études le prouvent bien. Et sensibiliser voilà, sur le sujet, impulser l'idée qu'il serait possible de mettre en place un groupe avec d'autres acteurs locaux et en s'appuyant là aussi sur les acteurs qui existent, donc les cafés associatifs, les centres sociaux, des associations d'habitants, des MJC, enfin voilà, différents acteurs qui peut-être ont dans leur mission la possibilité d'accompagner des projets d'habitants aussi. Et aussi, s'il y a une première initiative qui se fait à l'échelle par exemple d'un centre-ville, on peut aussi imaginer que dans d'autres quartiers, on puisse reproduire cette initiative, puisqu'on sait que un des déterminants, c'est d'avoir un accès facile jusqu'à la voiture et de ne pas être trop éloigné, puisque les gens, ils sont pas du tout prêts à marcher 15 minutes ou 20 minutes pour aller rejoindre une voiture. Il faut vraiment que ce soit en proximité directe. Donc, c'est important voilà, de pouvoir proposer ça. Et là aussi, je rajouterais que la mairie, elle peut aussi faire, évidemment, et c'est important de faire du lien avec l'AOM locale, donc soit la région, soit la communauté de communes qui a pris la compétence, parce que là aussi, c'est des sujets qui peuvent être menés à l'échelle plus large de l'interco. Alors, il y a une question de Philippe. Carthage, c'est 5 euros, ça peut être cher pour des courses très courtes. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, en tout cas, une des expériences, enfin, ce qui se passe en ce moment, c'est que des collectivités, voilà, c'est le cas sur la Priva, par exemple, sur la communauté d'agglomération de Priva, ils ont acheté une centaine de journées à 5 euros. Donc, pour la collectivité, ça coûte. Alors, elle prend en charge 4 euros par journée. Donc, on va dire 100 journées à 4 euros, c'est 400 euros. Donc, dans le budget de la collectivité, c'est vraiment peu. Et il y a 100 personnes qui peuvent bénéficier pour 1 euro par jour d'une surassurance qui peut les rassurer autant le propriétaire que l'emprunteur sur le fait que ben, voilà, utiliser une voiture qui ne m'appartient pas, si j'ai un accident, ça peut avoir des conséquences financières importantes. Donc c'est important de pouvoir se couvrir au mieux. Et en effet, aujourd'hui, la seule offre, c'est 5 euros par jour. Donc, en effet, sur un trajet court, ça n'a pas de sens, mais sur par exemple, un trajet d'un week-end où on va à 200 ou 300 kilomètres, peut-être que là, ça peut avoir du sens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'autopartage ou est-ce que vous avez des questions tout court? Oui, j'avais remis mon contact. Si en tout cas en Drôme, il y a déjà des endroits, des initiatives, des communes en effet qui sont intéressées, même si on a déjà un programme qui est bien engagé à la fois parce qu'il y a des groupes qui nous sollicitent directement, des personnes ou des structures associatives ou des lieux qui déjà nous sollicitent. Donc on a déjà plusieurs groupes en cours d'accompagnement et on a aussi un travail en ce moment avec les communautés de communes, notamment sur Dieulefit-Bourdeaux et sur les baronnies Drôme-Provençal. Et comme je vois qu'il y a des acteurs des baronnies, il y a un rendez-vous le 15 octobre à 18 h avec un apéro rencontre justement pour parler d'autopartage entre particuliers et voir si, il y a un premier groupe que Dromolib pourrait accompagner. Merci Marilyn. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai pas vu de main ni rien dans le chat. On va parler du dernier sujet qu'on voulait aborder, qui est donc le covoiturage. Donc, c'est finalement une pratique qui existe depuis longtemps. Il y a une offre qui est assez diversifiée, à la fois, voilà. Perdu. Pardon. Qui regarde là en attendant. Ah oui. Bah, sur les longues distances, on les connaît tous, mais aussi sur le covoiturage du quotidien, il y a aussi de plus en plus d'offres. Et aujourd'hui, c'est qu'on ressent, c'est plutôt c'est plutôt l'enjeu de concentrer une masse critique personne sur une plateforme. Donc, et c'est là, on se rend compte, voilà, qu'il y a quand même l'offre et des fois, comme je disais, entre parenthèses, un peu trop diversifiée. Et ça peut être décourageant, notamment sur un territoire rural, pour trouver, voilà, la bonne voiture ou les personnes qui veulent venir avec sa propre voiture pour la remplir davantage. Euh,
Donc c'est un constat qui est assez partagé. Donc on constate qu'il y a donc la coexistence de plusieurs plateformes de covoiturage du quotidien qui ont des fonctionnements un peu différents. Donc là, notamment, on a regardé quand on a analysé un peu la situation dans la Drôme. Est-ce qu'il y a un financement? Il y a des plateformes qui fonctionnent avec un financement où le conducteur il est rémunéré et le passager peut voyager gratuitement. Euh, et ensuite, il y a aussi des applications qui qui des plateformes qui appliquent le principe d'interopérabilité, donc le partage des données qui est intéressant parce que qui permettrait aussi, s'il y avait un contrat entre les différentes plateformes, de concentrer toutes les entrées informations et donc aussi faciliter finalement cette trouvaille entre chauffeurs et passagers. Et en plus, on constate aussi, c'est qu'il y a souvent, les habitants s'organisent en parallèle d'une certaine manière via des réseaux sociaux locaux, donc Facebook, WhatsApp, Telegram et Signal, où il y a, voilà, des listes qui sont spécifiques sur le covoiturage, mais il y en a aussi plein, notamment dans les petites communes, où c'est des listes multisujets, donc dons, partage, mutualisation et covoiturage. Et donc souvent, c'est aussi très difficile de savoir est-ce que ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'analyse en fait sur voilà sur le fonctionnement de ce genre d'organisation. Et en plus, il y a aussi des propositions d'hybridation entre le stop le covoiturage, comme notamment le réseau qui existe dans la Drôme, donc réseau pousse sur voilà sur certaines parties de la Drôme, et aussi l'organisation de lignes de covoiturage, comme c'est un projet notamment dans les baronnies. Et donc, j'appuie là-dessus pour avancer. Voilà. Et là, je voulais vous montrer juste un tableau qu'on avait fait qui montre un peu cette diversité qui peut être très difficile du coup pour l'utilisateur de s'y retrouver, de trouver la bonne solution. Donc, on a la première colonne, c'est les PCI, donc la collectivité, qui a, pour toutes les collectivités, fait un choix plus ou moins clair, donc une orientation soit envers d'une plateforme comme Movici où il n'y a pas de financement associé, donc c'est la plateforme de la région, ou des plateformes privées comme Blablacar Daily où il y a, quand ce choix a été fait, il y a toujours un financement qui est associé. Et donc quand on voit voilà, cette liste-là, voilà, on se dit un peu intuitivement, c'est compliqué et il y a peut-être quelque chose à faire à l'échelle de la commune. Donc, ce qu'on réfléchit là-dessus, c'est en effet, le commune peut être catalyseur pour donner en gros une orientation pour ses habitants qui cherchent une offre de covoiturage qui fonctionne. Donc, s'informer sur le choix de l'EPCI et la OMC, la base. Donc, savoir s'il y a sur le territoire concerné une orientation qui est donnée. S'informer aussi, avoir les informations sur le flux, le trafic par rapport au bassin de vie, etc. Et identifier et recenser les offres informelles comme les listes Telegram, etc. qui existent. Et ensuite, passer voilà, à une phase plus d'information et accompagnement des habitants qui sont intéressés pour améliorer leur pratique de covoiturage. Donc, organisation notamment de réunions d'information, des consultations pour à la fois mieux apprendre les pratiques de covoiturage des villes et villages et peut-être aussi donner une impulsion pour dire, voilà, l'AOM, l'EPCI du coin a choisi une orientation. Donc, on vous conseille aussi d'aller dans ce sens-là pour éventuellement mieux trouver, voilà, un passager ou un conducteur. Voilà. Et donc, pratiquement, là, c'est un peu une liste d'actions, voilà, qui est aussi dans la publication. Donc, je ne veux pas tout citer, mais euh, donc, il y a notamment au niveau de la communication, voilà, la mairie peut publier ces informations sur le site internet des affiches Panneau Pocket pour diffuser l'information sur ce qui existe et aussi organiser des réunions pour justement donner une orientation
pour permettre un meilleur match entre ceux qui cherchent et ceux qui proposent. Il peut y avoir pareil, la réservation des places des parkings pour les voitures qui fonctionnent en covoiturage avec des campagnes d'autocollants. Il peut y avoir aussi une action envers les entreprises qui sont sur le territoire de la commune pour les proposer, de créer des communautés qui sont proposées sur certaines plateformes, comme notamment Movici, pour faciliter le covoiturage des salariés. Ça, c'est une pratique qui existe aussi déjà dans la Drôme, notamment dans les baronnies aussi, les apéros des covoiturages, pour pareil permettre aux personnes de se rencontrer et montrer aussi le soutien de la mairie pour ce genre d'action. Organiser des moments de speed dating, ça va dans le même sens, voilà. Et ensuite, s'il y a des événements qui sont organisés, il y a aussi l'outil de Mobici dans Covivient qui permet d'organiser le covoiturage très spécifiquement pour un événement où il y a beaucoup de personnes qui se déplacent sur une commune et qui est gratuit par ailleurs. Voilà, c'est une liste. Voilà, il y a encore d'autres actions clairement de construire autour de ça, mais dans ce qu'on aimerait proposer, c'est aussi vraiment mettre le regard sur ce sujet du covoiturage, parce que c'est pas forcément quand il y a beaucoup de solutions et propositions que voilà qu'on arrive le plus facilement à trouver voilà la solution et adaptée à ses besoins. Voilà, contrôler. Il a- Ouais, bon après c'est voilà, c'est pareil, il faut créer une conscience autour de ça. Donc il peut y avoir en effet une campagne avec des autocollants, de travailler avec les associations qui sont sur place, avoir une voilà une communication voilà sur ce vraiment spécifique là-dessus, faire voilà une marquage sur sol, etc. Et voilà. C'est comme toujours, il n'y a pas forcément la solution qui peut empêcher tout stationnement, faux stationnement, pas adapté, mais voilà, en communiquant sur cette proposition, voilà, c'est en tout cas ça crée une alerte aussi pour tout le monde de dire c'est quelque chose à favoriser, je ne vais pas prendre ce parking. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des propositions? Des sujets qui vous intéressent aussi, sur lesquels vous aimeriez bien qu'on intervient, qu'on organise un échange en particulier. Donc, on a déjà noté les sujets de financement. Parce que sinon, je vous remercie pour votre participation. Merci aussi en particulier à Sonia et Marilyn. Et il y a encore un chat. Oui, excusez-moi, je me permets, vous m'entendez? Oui, tout à Oui, fait. pardon, je n'ai pas levé la main parce que je n'ai pas trouvé où c'était. Oui, Philippe, moi je suis de Die. Je participe à l'élaboration d'une liste. Bon, je suis aussi adhérent à Dromolib, etc. Sur le covoiturage, moi, je voudrais attirer votre attention. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut traiter dans le cadre des municipales, mais sur le fait qu'il y a la question spécifique de la substitution au transport public régional. C'est-à-dire que, surtout dans une vallée, hein, et en tout cas à 10, c'est vraiment le cas, parce qu'on est au fond de la vallée, les gens font du covoiturage parce que le train ne marche pas, parce qu'il est en retard, parce qu'il est en panne, parce que on n'a pas les informations sur le bus, parce qu'il n'y a pas de coordination entre le bus et le train. Et donc, il y a vraiment mais le covoiturage s'organise sur cette base-là, quoi, sur une ligne qui est. Voilà. Donc, je pense que. Enfin, et ce qui est sous-jacent derrière, c'est la non-communication, enfin, avec le conseil régional, SNCF et Keolis, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. C'est-à-dire que quand ça ne fonctionne pas, leurs services, ils ne sont pas capables de balancer sur le covoiturage, quoi. On va essayer de régler le problème. Enfin voilà, donc je pense que euh, voilà, c'est vraiment ce lien avec le transport public régional et c'est vraiment important. Sachant que quand je dis substitution, évidemment il faut que le transport public régional fonctionne déjà, hein, mais aujourd'hui on est obligé de s'organiser quand ça marche pas. Voilà.
Peut-être juste voilà, pour réagir rapidement là-dessus. En effet, les transports en commun restent ce sont les axes structurants du transport. Et voilà, le covoiturage, c'est pas uniquement intéressant là où le transport en commun ne marche pas. Ça doit être vu aussi comme une solution à part entière parce qu'il y a quand même sur la Drôme aussi des trajets qui sont pas couverts aujourd'hui par une proposition de transport en commun. Et là-dessus, voilà, on a tout intérêt aussi à améliorer ces fonctionnements-là et aussi ça peut être vu aussi comme un enjeu public parce qu'il y aura de toute manière pas le train partout. Il y aura un peu améliorer les réseaux de bus, mais il va pas répondre à tous les besoins. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas uniquement voir comme une solution quand le transport en commun ne marche pas, mais comme une solution à part entière. Après, je veux pas rentrer dans ce sujet du problème des trains, les retards. Ça, c'est un sujet à part entière. Je suis consciente de ça. Sur l'information, sur les trajets en bus, etc. Et nous, Dromoli, par ailleurs, on est disponible aussi. Vous pouvez nous appeler, etc. pour accéder aux informations. Il y a la plateforme Oura, etc. Mais voilà, on est conscient que le transport en commun, voilà, il y a des choses à améliorer aussi, les interconnexions, voilà, qu'on peut des fois questionner, etc. Mais c'est un sujet qui est très important, mais qui, de notre point de vue, rentre pas forcément voilà, en contradiction avec un bon développement du covoiturage. Ouais. Mais c'est noté, voilà, sur cette problématique, voilà, vivre dans un territoire rural, je pense qu'on l'a vu aussi dans cette présentation, dans les échanges, c'est forcément la multimodalité voilà, qui est intéressant, qu'il faut développer sans, en effet, de se désengager des transports publics, du train et des bus. Donc voilà, c'est tout un programme. Et notre rôle là-dedans, voilà, humblement, c'est juste de dire, voilà, nous, on peut accompagner là où il y a besoin sur certains sujets autour du municipal pour donner des idées d'action, pour voir comment certaines solutions pourraient s'adapter aussi à d'autres territoires, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre participation et on espère à bientôt pour d'autres aventures. Bonne journée. Merci à vous. Bonne Au journée. revoir. Merci, bonne journée.